Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient deux faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenages épicycloïdaux. Cela signifie que la roue à livres avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tourne autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservent une inclinaison constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stocké et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances liées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui.
Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères, c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis. Puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune. D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture. La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères. Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé.